Fin de la guerre, l'armistice est signé le 11 novembre 1918, avec un cessez-le-feu prévu à 11 heures, notez la précision. Quoi que les nostalgiques peuvent en dire, c'est un désastre, 9 millions de morts, presque autant d'estropiés, il n'y a pas de quoi pavoiser. Sa plus grande conséquence n'est pas tellement le nombre de victimes, mais la modification définitive de la carte de l'Europe. Pire, on plante déjà les racines de la suivante après juste 20 ans de répit. 4 empires qui correspondent à sa partie située à l'est disparaissent, allemands, austro-hongrois, ottomans, russes. Ce dernier n'est pas directement le fait de la guerre, mais de la révolution d'octobre 1917, qui voit la disparition du tsarisme au profit du communisme. Le reste de l'Europe est redessiné selon la volonté des vainqueurs, notamment par le traité de Versailles en 1919, qui signe une paix de convenance et condamne les vaincus à des réparations matérielles. Elles pèseront lourd dans la politique d'un certain Hitler qui n'est pour l'instant qu'un petit caporal inconnu dans une armée vaincue. Malgré tout, la vie reprend ses droits et l'insouciance ressort des tiroirs dans laquelle on l'avait rangée pendant quelques années. La mode est de nouveau en accès libre et se permettra quelques évolutions qui n'en seront que plus remarquées. Une petite révolution vestimentaire née pendant la dernière année de la guerre. Bien que destinée aux enfants, elle fera son chemin. Sous le nom charmant de petit bateau, cette culotte habille les fillettes avec assez de persuasion pour que l'on renonce définitivement au corset quand elles seront un peu plus grandes. On détourne la célèbre chanson « Maman, les petits bateaux sont les culottes qu'il me faut ». Le corset peut être considéré comme un des vaincus de la guerre, il ira en décrescendo dans l'habillement des femmes, la gaine et le porte-jartel devenant la norme. Il suscitera néanmoins un intérêt qui ne se démentira jamais auprès des nostalgiques et des fétichistes. S'il est un domaine qui aura passablement aidé l'évolution de la mode, c'est bien le sport. Demandant toujours plus, il ne saurait s'encombrer de contraintes vestimentaires empêchant la performance. Bien sûr, au temps de la Première Guerre mondiale, les femmes sont encore assez absentes du sport en général, on les préfère derrière les fourneaux plutôt que de les voir manier le marteau ou pire encore le lancer. Le tennis est une exception, les femmes y brilleront assez tôt. Sa première diva française, Suzanne Lenglen, 1899 à 1938, crée la sensation en se présentant sur les cours vêtue d'une jupe lissée cachant à peine les genoux, les jambes habillées de bas blancs, enfin plutôt des longues chaussettes fines s'arrêtant au-dessus du genou. C'est une grande joueuse et championne qui a du mordant et se donne à fond dans son art. Sa jupe virevoltant, laissant entrevoir le haut de ses bas, ne sont pas étrangers à un œil complaisant de la part des hommes et une source d'inspiration pour les dames, sans toutefois ne susciter que des éloges. Il y a des coincés dans tous les domaines, y compris dans le sport. Le tennis sera toujours un lien entre la mode, le sport et l'élégance. L'issue de la guerre amène une autre manière de concevoir l'habillement qui sera la mort à petit feu d'un tas de petits artisans modistes, la confection. Il faut bien relancer l'économie, l'industrialisation de la fabrication du vêtement est une possibilité qui n'échappe pas aux économistes. Des empires se bâtiront dont vous connaissez encore certains noms. Pour faire la nique aux privations de la guerre et oublier ses horreurs, on entre dans une période que l'on surnommera les années folles, tant il est vrai que c'est le mot d'ordre. Nul doute que nous y trouvons les prémices de la société telle que nous la vivons aujourd'hui. Le féminisme qui a pris racine au tournant du siècle continue de franchir allègrement les étapes. En 1922, Victor Magritte publie un roman, La garçonne couronnée par un énorme succès de librairie, 1 million d'exemplaires seront vendus en quelques années. Comme beaucoup de choses qui voient le jour dans une société pas encore très permissive, il fera scandale, mais tout le monde a envie de le lire. Il pose un fait saillant de l'époque, la libération de la femme qui demande le droit de faire ce qu'elle a envie. Elles ont les cheveux courts, fument comme des pompiers en employant un porte-cigarette, pratiquent le libertinage et portent des bas clairs, ce qui correspond à la couleur chair qui deviendra un standard. L'effet le plus visible de cette teinte, c'est qu'il laisse entrevoir la peau, chose quasi extravagante pour une dame qui veut arborer une tenue dite correcte.
Les atours de la garçonne ne s'arrêtent pas au fait de porter des bas clairs, les jupes droites se raccourcissent sensiblement, les jambes sont visibles dans la rue et pas seulement pendant la pratique du tennis. La silhouette générale se résume à deux mots, celle du haricot vert. Si l'on soulève la jupe, on constate que les sous-vêtements sont légers, une combinaison, une culotte. Le porte-jartel est présent, mais pas systématique, on utilise encore les jarretières. Le corset cède la place à la gaine pour celles qui sont un peu dodues. Il ne manque plus que le soutien-gorge pour parfaire le tout. Il devient une pièce maîtresse avec une nuance créée par Cadol, l'aplatisseur. C'est une sorte de brassière qui comprime pour donner une forme qui s'approche de celle que l'on considère alors comme idéale, celle du haricot vert. À l'intérieur, la femme adopte le pyjama, qu'elle vole carrément à son mari, dans une version féminine plus décorative. Ce pyjama est une invention récente, milieu du XIXe siècle. La raison de son existence est surtout pratique, il est importé par les colons britanniques qui l'utilisent en Inde pour se protéger des moustiques. L'origine du mot vient de l'hindi. La garçonne, femme considérée comme légère, ne manquera pas de faire des envieuses chez les femmes appartenant à la bourgeoisie. Ces dernières, femmes bien évidemment du haute tenue morale, feront quand même quelques concessions aux garçonnes en ayant l'air de se la jouer comme une version de 50 nuances de gris version 1925. Quelques faits qui concernent directement les femmes. 1920, la contraception est désormais un délit en France. Il faudra la loi Veil en 1975 pour que l'avortement soit légalisé. Entre les deux, que de drames. Les États-Unis donnent le droit de vote aux femmes, c'est une victoire pour elles. 1921, instauration aux États-Unis d'un centre de conseil pour le contrôle des naissances. Malgré le conservatisme dont on veut bien affubler les Anglais, on diffuse des méthodes de contraception dans les quartiers pauvres. Et dire que les Anglais n'ont jamais fait la révolution. Premier concours de Miss America aux États-Unis. 1924, le bac a un programme commun pour filles et garçons. La philosophie est enfin affaire de femmes. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.